Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous rencontrer. Je suis Caroline de Gantès, Country Managing Director du groupe Sologer. J'ai l'honneur d'introduire cette conférence que nous avons pensée avec le ministère, la Fédération nationale de l'immobilier et la Fédération des promoteurs immobiliers. C'est une conférence ambitieuse, mais nécessaire. Pourquoi faut-il vraiment, oui, vraiment réinventer l'immobilier de demain? C'est une conférence orientée autour des débats, besoins des Français et besoins des professionnels, les nouvelles modes numériques de consommation et comment l'expérience immobilière pourrait y répondre. Nous vous encourageons à partager vos impressions live et après sur Twitter et LinkedIn, hashtag expérience IMO de demain. C'est un débat, un dialogue. Emmanuel Vargon nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui pour tenter de répondre à cette question fondamentale pour l'avenir, ainsi que Pascal Boulanger pour la FPI et Julien Savelli pour la FNAIM. Car rien n'est écrit, et c'est à nous tous d'être acteurs de cette expérience immobilière de demain. En partageant nos ressentis, nos intuitions, notre expertise dans l'écoute et oui, le dialogue. C'est Jean-Louis Picot, rédacteur en chef de Parisien Économie, qui animera les échanges qui promettent d'être très porteurs. Alors, pourquoi faut-il réinventer l'immobilier de demain? C'est une vraie question et permettez-moi de vous dresser quelques constats en introduction. Parce que oui, il y a des nouvelles attentes de Français. Au sein du groupe Sologer, nous sommes bien placés pour le savoir. La crise que nous avons connue et que nous espérons tous derrière nous a profondément changé les attentes de chacun concernant le logement, le télétravail et aussi les confinements successifs ont fait naître des envies d'extérieur. Ils ont transformé une partie de nos habitations en bureaux et nous ont aussi rappelé à quel point la qualité de notre connexion Internet est importante. Les recherches immobilières ont certes donc évolué, mais les Français ont également des attentes plus grandes sur la façon dont leurs recherches se déroulent. Le groupe Sologer s'attache d'ailleurs tous les jours à fluidifier cette expérience de recherche pour la rendre plus simple et plus efficace pour les internautes. Et puisque notre mission est d'assurer le lien avec vous, les professionnels de l'immobilier, nous déployons aussi nos efforts du côté de vous, nos clients. Et vous, les professionnels de l'immobilier, vous avez aussi des nouvelles attentes. Nous avons conscience que vous devez, vous qui êtes dans la salle, coller à ces nouvelles attentes des porteurs de projets et que cela fait naître de nouveaux besoins de votre côté. Pouvoir entrer des biens à vendre devient, par exemple, de plus en plus important quand le marché s'étend, surtout dans les villes moyennes, de plus en plus plébiscitées par les Français. Vous le verrez grâce aux études que nous avons menées, la majorité des professionnels de l'immobilier a pris confiance et conscience que le monde change, que l'expérience immobilière évolue et qu'il faudra notamment embrasser toutes les innovations numériques pour bien dessiner l'ensemble, l'expérience immobilière de demain. Je vous souhaite une bonne conférence et vous dis à très vite si vous souhaitez échanger à l'issue de la conférence sur notre stand ou cet après-midi avant ou après la conférence 2022. La guerre de l'audience n'aura pas lieu. Je laisse nos invités vous inspirer. Oui, vous inspirer. Et je cède la place à Jean-Louis Picot. Merci.
Merci Caroline. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous pour 45 minutes pour évoquer tous ces sujets si importants du logement de demain. Je vais appeler sur scène sans attendre nos trois invités qui vont débattre. Emmanuelle Wargon, ministre du Logement. Merci de les accueillir. Pascal Boulanger, président des promoteurs immobiliers. Et Julien Savelli, président délégué de l'AFNEIM. Bienvenue, installez-vous. Alors, réinventer l'immobilier, c'est un vaste sujet. Plus que jamais, les attentes sont grandes, elles sont variées, elles sont urgentes aussi. Nous vivons dans un monde où on veut tout, et souvent on veut tout de suite. Donc changer sa façon de se déplacer, changer sa façon de travailler, changer sa façon de consommer, c'est possible assez rapidement. Qu'en est-il de changer sa façon d'habiter ? Vaste sujet qui va être votre sujet, qui est déjà le vôtre, j'imagine. C'est un défi complexe, mais passionnant, qui vous est proposé pour les prochaines années, vous les professionnels, les décideurs de l'immobilier. Et donc, pendant 45 minutes, nous allons essayer, avec nos invités, de vous donner des éléments de réflexion, des pistes sur qu'est-ce que pourrait être le logement demain. Alors, l'intérêt, c'est qu'on débatte, chacun pourra s'exprimer. Avant de commencer, je vous propose de regarder deux vidéos à propos de deux enquêtes qui ont été faites récemment, l'une à la demande du ministère du Logement sur les attentes des gens, des clients de l'immobilier, et une autre qui a été lancée par Se Loger, qui a été interrogé des professionnels de l'immobilier sur leurs attentes. On va lancer la vidéo, on se retrouve tout de suite après, et pendant la vidéo, pendant le débat et après le débat, vous pouvez bien sûr réagir de votre côté sur le hashtag Expérience Immo de demain qui va s'afficher pendant les vidéos. À tout de suite après les vidéos. Les professionnels de l'immobilier qui êtes aux côtés des porteurs de projets au quotidien. Nous avons ainsi créé et animé un dispositif inédit pour identifier les controverses et collecter les contributions pour faire avancer le débat. Résultat des courses, 70 000 contributions sur la manière dont la crise Covid a fait évoluer les habitudes en France. Une base d'échange qui a été retravaillée lors d'une convention citoyenne pour répondre à une question essentielle. Comment accélérer la transition vers un habitat sobre et humaniste. Le principal enseignement, c'est que les Français savent que le monde change et sont prêts à changer, sous deux conditions. La première, rapprocher les différents lieux de vie, habitat, consommation, travail, ceux qui militent pour une forme de densification en accord avec les recommandations d'experts de la transition écologique. Les citoyens sont aussi prêts à accepter cette densification, sous réserve d'une diminution des nuisances en ville, bruit, pollution, jointe à une action forte du gouvernement liée à la politique de rénovation et d'isolation des logements, ou encore à la création d'espaces partagés, laveries collectives, jardins partagés, tiers-lieux. Cette ville du quart d'heure serait favorisée par un nouveau rapport au travail. Post-Covid, près de 70% des répondants imaginent un télétravail à hauteur de 2 à 3 jours par semaine. De quoi régler la question clé de la voiture individuelle, à laquelle les citoyens sont collectivement prêts à renoncer si des schémas de mobilité alternatifs sont proposés. De fortes attentes donc en matière de création d'infrastructures nouvelles. À titre d'exemple, pistes cyclables ou parcs relais. La deuxième condition plébiscitée, c'est que les Français demandent à ce qu'on les aide à mieux consommer. 2/3 souhaitent ainsi changer leur mode de consommation. Ils ont une vision très claire pour utiliser enfin les nouvelles opportunités numériques à bon escient. Les systèmes d'e-commerce, click and collect, grandes surfaces, livraison à domicile, peuvent désormais être mis au service de produits de qualité et en circuit court. En résumé, les valeurs montantes révélées par cette enquête citoyenne sont la déconnexion,
le ralentissement et le lien social. Bonjour, je suis Florent Guillochot, directeur du département études et data du groupe Se Loger. Les résultats de la consultation citoyenne menée par le ministère montrent que l'immobilier doit se réinventer au regard des nouvelles attentes des Français. Au sein du groupe Se Loger, nous avons souhaité vous donner la parole, professionnels de l'immobilier, grâce à une étude exclusive réalisée avec BVA. Nous avons ainsi interrogé 150 professionnels, des agences immobilières et des mandataires qui se sont exprimés fin septembre sur leur vision de l'immobilier de demain. Une prise de pouls essentielle pour mieux anticiper les enjeux. Premier enseignement. Bonne nouvelle, les professionnels interrogés sont optimistes pour l'avenir. 72% se déclarent confiants sur l'avenir de leur profession. 75% estiment que leur rôle dans l'univers de l'immobilier comptera autant, voire plus, dans les 5 prochaines années. Second enseignement, les innovations digitales qui fluidifient le marché de l'immobilier, comme la visite virtuelle, la prise de rendez-vous en ligne par exemple, vont prendre de plus en plus d'importance dans les prochaines années. Les professionnels de l'immobilier mesurent l'ampleur de ce changement et entendent y contribuer activement. Cette étude Se Loger apporte également un éclairage sur la perception du parc immobilier de demain. Du côté de la demande, une majorité des professionnels pensent que les Français seront en attente de logements individuels. Dans le même temps, un peu plus d'un professionnel sur 2 juge que côté offre, ce sont les logements collectifs qui devraient se développer à l'avenir. C'est le signe d'une possible discordance entre l'offre et la demande qui doit être anticipée. Selon les professionnels de l'immobilier, certains critères de choix d'un logement vont prendre de l'importance. C'est le cas de l'isolation thermique et phonique qui arrive en première position, suivi par la présence d'un espace pour le télétravail. Avoir un bon classement DPE arrive en 4e position. En ce qui concerne l'environnement du bien, 2 éléments pèseront dans la balance. La proximité avec des espaces verts et l'accès au transport public. Pour réinventer l'immobilier de demain, il faut une impulsion concrète. Mais quels sont les leviers les plus pertinents à activer? Sur ce point, les professionnels sont partagés. 2 leviers se dégagent. D'une part, favoriser l'accès à la propriété grâce à un crédit plus accessible. D'autre part, encourager la création de bassins d'emploi dans les zones résidentielles pour limiter les déplacements. En résumé, pour les professionnels de l'immobilier, réinventer l'immobilier de demain, c'est se digitaliser, anticiper et apporter des solutions concrètes pour répondre aux attentes des Français. Madame Emmanuelle Wargon, on va débuter cette discussion avec vous. Évidemment, j'aimerais revenir pour commencer sur les propos que vous avez tenus il y a une semaine, qui ont fait beaucoup réagir depuis, à propos des maisons individuelles. Il se trouve que c'est un sujet qui est en plein dans notre thématique, une parmi d'autres, mais c'est une des thématiques de ce matin. Donc je voulais vous demander quel était le sens de votre message dans le contexte qui est le nôtre ce matin, de réfléchir à l'avenir. Je vais rappeler juste la phrase au cas où certains ne l'auraient pas entendue. Ça doit être assez rare, mais quand même. Le modèle à l'ancienne du pavillon avec jardin, dont on peut faire le tour, n'est plus soutenable et nous mène à une impasse. Nous devons assumer de mettre ce modèle derrière nous. Et vous avez évoqué également, à propos de ce modèle, un non-sens écologique, économique et social. Donc on vous écoute sur cette thématique au cœur du débat. Merci. Bonjour à tous d'abord. Et en fait, très heureuse de pouvoir revenir sur un sujet qui a créé une polémique importante et qui est un sujet en fait essentiel. Alors, avant d'arriver à mes propos, mais je vais répondre à la question, je voudrais partir du contexte parce que l'événement d'aujourd'hui, il s'appelle « Habiter la France de demain ». Et ce que j'ai cherché à faire comme démarche, c'est poser la question de comment habiter, comment bien vivre partout en France dans les années qui viennent. Et c'est d'ailleurs le sens du travail que nous avons mené ensemble, du résultat des enquêtes qui ont été présentées, pour essayer de comprendre d'un côté quelles sont les aspirations des Français, ce qui me permet de dire que, bien sûr, non seulement je les respecte, mais que mon objectif, c'est de proposer un modèle qui réponde aux aspirations des Français. De l'autre côté,
quels sont les enjeux collectifs que nous avons et comment est-ce qu'on part de ces aspirations, on regarde nos enjeux collectifs, évolution du télétravail, besoin de proximité, les questions écologiques, et comment est-ce qu'on arrive à proposer un modèle qui répond à tout ça à la fois. Et c'était ça l'objectif. Et le deuxième objectif, c'était de créer un peu de débat sur des sujets qui sont des sujets de professionnels et qui ne sont pas toujours des sujets grand public. Alors je crois qu'on peut dire que l'objectif du débat a été réussi en partie, mais qu'il est parti sur une mauvaise base, et du coup, je trouve important d'en reparler ici. Le sens de mon propos, c'était de dire le modèle des lotissements, donc le modèle des maisons individuelles quand elles sont loin de tout, quand elles répondent à l'aspiration maison, mais pas à l'aspiration qui a été citée dans le reportage, service, proximité, proximité du travail, changement de mode de consommation, accès à des commerces, accès à des lieux de vie, ce modèle doit évoluer. Et donc, ça me permet de vous le dire, ce n'est pas une mise en cause de la maison individuelle. La maison individuelle a sa place dans le logement des Français, aujourd'hui et demain. La question, c'est où et comment on les construit. Et comment est-ce qu'on répond à deux demandes qui sont potentiellement contradictoires ? La demande d'espace, de nature, de tranquillité, de calme, et la demande de proximité au travail, proximité aux services, accès à des transports collectifs, qu'ils soient des transports collectifs classiques ou de la mobilité douce, et donc accès aussi à des services qui ne sont pas offerts aujourd'hui par ces zones pavillonnaires quand elles sont très loin. Et donc d'abord, c'est une question pour demain, c'est une question d'urbanisme et d'aménagement pour demain, et ensuite c'est une question de conciliation, d'aspiration, en essayant de comprendre toutes les aspirations. Et c'est né du sentiment, je pense qu'on a tous, que la crise Covid a changé le point de vue sur le logement, a rendu le logement encore plus important dans la vie des Français qu'il l'était déjà, puisque par définition, en période de confinement, les gens ont passé plus de temps dans leur logement, et que c'était utile d'essayer de comprendre la réalité des aspirations. Et en ce sens, je trouve l'enquête intéressante parce qu'elle dit ce souhait de maison individuelle, ce souhait de tranquillité de nature, ce souhait de service, et du coup, d'une certaine manière, une demande qu'on arrive à faire des propositions de qualité en ville, des propositions de qualité dans tous les types d'urbanisme. Et la qualité, ce n'est pas seulement la qualité intrinsèque, c'est la qualité écologique, c'est la qualité de services qui sont rendus à côté de l'habitat. Donc en fait, c'est vraiment réinventer, habiter la France de demain, réinventer l'immobilier de demain. Et j'espère que, au-delà de la polémique qui est toujours surprenante quand ça s'enflamme, le débat continuera parce que je crois que c'est un vrai débat. Un vrai débat, il s'est enflammé, c'est la preuve qu'il y a vraiment lieu de discuter. On va demander une réaction aux professionnels qui nous entourent, à la fois sur peut-être cette polémique, mais aussi sur cette équation de répondre à la fois à la demande des gens, mais aussi dans un espace qui n'est pas forcément infini, avec bien sûr des propositions de qualité. Monsieur Boulanger, pour les promoteurs. Oui, on reproche souvent aux politiques de pratiquer la langue de bois. Madame la ministre Emmanuelle Wargon a eu le mérite de mettre un vrai sujet sur la table. Je peux même vous dire que quand j'ai vu que la polémique s'enflammait, je lui ai envoyé un petit mot de soutien. Donc, parce que c'est quoi le problème ? Le problème est très très simple. On a refusé la ville intense. On parle depuis 30 ou 40 ans. On a étalé. Au lieu de tout ce qu'on n'a pas mis en vertical, on l'a mis en horizontal. On a aujourd'hui plusieurs problèmes. Toutes les grandes métropoles françaises sont trop posées le matin et le soir par les déplacements. Vous ne pouvez pas aller dans aucune métropole française où il y a une bonne circulation. Et vous avez des élus qui disent « Attention, on gaspille des terres, moi j'ai besoin aussi de terres agricoles ». Résultat de tout ça, des élus aujourd'hui, et c'est le vrai sujet de la FPI, refusent de signer des permis. Et donc l'État est coincé parce qu'il dit il faut construire, mais il faut aussi faire le ZAN. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec la polémique qui s'est passée là-dessus. Madame Emmanuelle Wargon a eu raison de poser le débat. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je rebondis tout de suite sur les permis de construire, parce qu'on en parle souvent. Après, je vais arriver à M. Savelli pour réagir à vos propos. Mais les permis de construire, je me souviens, il y a quelques mois, on s'était rencontrés déjà pour une interview, et vous aviez dit les permis de construire, c'est vraiment mon combat. Vous partagiez à peu près le constat sur la pénurie, peut-être pas la pénurie, mais en tout cas un ralentissement des permis de construire qui posait problème. Est-ce que ça a un petit peu évolué depuis ? Oui, ça va dans la bonne direction. En fait, mon combat, c'est l'accès au logement
et l'accès à un logement de qualité de tous. Et on peut chercher des chiffres dans tous les sens, que ce soit les demandeurs de logements sociaux, que ce soit les jeunes qui n'arrivent pas à quitter le foyer familial pour décohabiter et s'installer, ou les étudiants, mais les jeunes en général, que ce soit les personnes qui sont mal logées. On sait qu'on a besoin de plus de logements en France qu'on a aujourd'hui. Moi, je n'ai jamais opposé la construction et la rénovation. Je pense qu'on y reviendra. On a besoin des deux. Mais bien sûr, on a besoin de construction. Donc, pour de la construction, ça veut dire des permis de construire. Et ces permis de construire, il faut qu'au moins une partie significative d'entre eux soit dans les villes. Parce que c'est là qu'est l'activité économique, c'est là que sont les besoins, c'est là que sont les demandes. Et face à ça, on essaye de soutenir les élus pour que, voilà, ils reprennent cette dynamique des permis de construire. Soutenir une construction qui soit aussi une construction, encore une fois, durable et de qualité, on y reviendra. Sur les chiffres, la tendance s'est rétablie pas mal, c'est-à-dire l'année 2020 a été vraiment mauvaise en permis de construire, on était à 380 000 permis octroyés. Là, en tendance annuelle, on est maintenant autour de 450 000, donc c'est mieux. Mais on est encore en déficit sur les immeubles collectifs. L'objectif, ce serait quoi? En fait, l'objectif, ce n'est pas forcément un objectif France entière. La question, c'est où on construit et qu'est-ce qu'on construit. Est-ce que ce qu'on construit répond aux besoins des Français? Et dans les zones tendues, donc dans les villes, les métropoles, on a une demande non satisfaite qui est très importante et qu'on pourrait satisfaire avec des logements qui répondraient aux besoins des Français si on arrivait à avoir une construction un petit peu plus dynamique dans ces secteurs-là. Monsieur Savelli, pour une réaction. J'ai assisté au compte-rendu de Habiter la France de demain. C'était effectivement très intéressant, très instructif. Et je comprends finalement pourquoi vous avez parlé de la maison individuelle dans ces termes derrière. Et disons que je ne veux pas forcément parler de la polémique, ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce que je veux vous dire, c'est que nous, on ne représente pas le monde de la construction, mais le monde de l'existant. Et on a, je pense, grâce aux outils proposés par le gouvernement et soutenus par la fédération, je pense à la prime Rénov', je pense au De Normandie, qu'on souhaite élargir au maximum le Normandie dans l'ancien. On a peut-être aussi une solution à proposer pour pouvoir habiter mieux, certes, mais habiter mieux plus vite. C'est-à-dire que la rénovation de tout le parc privé que nous gérons permettrait d'habiter mieux et d'habiter plus vite. Pour ça, je rejoins l'idée, et on le voit dans nos agences, nos clients nous disent la même chose. Je veux maintenant pouvoir aller en trottinette, à vélo, à pied, au centre-ville, revenir à ma maison en toute sécurité, etc., etc. Sauf que, comme vous le dites, les maisons individuelles sont souvent très loin des centres-villes. Il faut prendre la voiture et on est loin du rêve familial. Donc, je ne sais pas, je ne peux pas vous faire de propositions aujourd'hui sur ce sujet-là, mais je voudrais vous faire la proposition qu'on puisse travailler ensemble à augmenter les capacités de rénovation dans le parc ancien, parce que la prime Rénov' aujourd'hui, c'est très bien, mais ça ne suffira pas à ramener, on parle des DPE, etc., ça ne suffira pas à ramener les logements dans les bonnes classes. Donc on a encore un travail à faire là-dessus. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que nous ne sommes pas contre l'idée de densifier les villes, mais parce que nous sommes au contact des clients, nous savons que ils veulent que ces villes soient plus respectueuses, une vie douce, dans une ville douce. Et je pense que le parc ancien peut jouer son rôle si vous vous appuyez sur ceux qui le gèrent. Mais vraiment, je vous rejoins. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit dans mon propos, je n'oppose pas la valorisation et la rénovation de l'existant. Et de toute façon, on construit l'équivalent d'1% des logements français par an. Donc, bien évidemment, pour répondre aux besoins de logement, on a aussi besoin de travailler sur l'existant. Mais les deux jambes sont nécessaires. On a besoin de travailler sur l'existant pour l'améliorer et on a besoin de continuer à produire de nouveaux logements là où on en a besoin. Et là où la demande est forte, c'est aussi dans les métropoles. Après, sur la rénovation, moi, je suis fière du succès de ma prime Rénov'. C'est une aide qui a trouvé son public, qui marche très bien. On va faire 800 000 dossiers cette année. Ça n'empêche pas qu'on puisse continuer à améliorer les dispositifs, aller encore plus loin, parce qu'on peut le coupler avec des dispositifs plus territoriaux, comme Action de cœur de ville, par exemple. On a beaucoup de centres-villes dans lesquels on a des immeubles entiers, ou des maisons d'ailleurs, qui sont abandonnés. Et le prochain travail que je mène, il est autour d'un dispositif qui s'appelle louer abordable, parce que pour l'instant, il existe des aides fiscales aux propriétaires qui louent du parc existant
sous conditions de ressources et avec des loyers un peu plus bas que les loyers du marché, on pourrait améliorer ces dispositifs, ce qui permettrait aussi d'inciter des propriétaires à remettre sur le marché des logements vacants, qui est une autre manière. Ces logements, d'ailleurs, ont souvent besoin de travaux, donc on peut accompagner les travaux, ce qui est une autre manière de répondre aux besoins de logement des Français. Donc en fait, le paradoxe, c'est que la polémique ou la controverse est partie sur une phrase d'un discours long qui parlait des aspirations et qui était plus équilibré. Et en réalité, la démarche, c'était précisément une démarche pour essayer de comprendre les attentes et les besoins et de voir comment toute la palette répond. Et dans cette palette, il faut qu'on regarde à la fois ce qu'on construit, maison individuelle ou immeuble collectif, mais surtout où et comment on construit. Parce que quand on construit à un endroit sans se préoccuper de comment on va y vivre, et qu'ensuite il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas de service, il n'y a pas de café, il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas de lieu de convivialité, à un moment après, on offre une forme de rêve aux Français qui ne se réalise pas, dont la promesse ne se réalise pas par la suite, et ce sont les mêmes qui nous disent leurs difficultés après, surtout quand après c'est bien se dégrade, et c'est normal parce qu'elles bien vieillissent. Donc l'idée c'est d'arriver à trouver ensemble les modèles, parce qu'il n'y a pas qu'un modèle, qui répondent aux besoins des Français. Monsieur Savelli, pour toujours afin de rénover rapidement le parc existant, de faire attention aussi, parce qu'on a le couperet de 2028. Je parle du parc privé locatif, le couperet de 2028, où peut-être, selon nos estimations, plus d'1 million de locataires vont recevoir un congé de leur logement parce qu'on ne pourra plus les louer. L'idée, c'est peut-être aujourd'hui, et on vous fait cette proposition-là, c'est de dire MaPrimeRénov' plus le doublement du déficit foncier. On vous a fait cette proposition, vous le savez, on est dans une année électorale, c'est peut-être le moment. Le doublement du déficit foncier permettrait à ces bailleurs d'entamer immédiatement la rénovation des logements pour sortir du problème du DPE et puis aussi, bien sûr, mieux loger les locataires et les Français que nous gérons. Donc, je voudrais que ce point soit bien noté, soit bien à l'ordre du jour de vos discussions, parce qu'on pense que ça a un impact réel et ça permettrait de rénover peut-être 1 million de logements très vite, alors qu'on a dit qu'effectivement, on construisait peut-être 150 000 logements par an. Donc, vous allez être amené à vous revoir, je pense. Une question sur le pouvoir d'achat, parce que là, on parle beaucoup de logements rénovés, de logements qui sont plus modulables, qui sont plus proches des services, un peu le logement idéal qu'on recherche. On y réfléchit. Est-ce qu'au bout du compte, avec tous ces plus, est-ce qu'il ne sera pas plus cher? Et est-ce qu'il sera accessible au plus grand nombre, dans l'intérêt évidemment de la population, mais aussi dans l'intérêt des professionnels? Mais vous avez absolument raison. Le logement idéal, il répond aux attentes en lui-même, donc calme, nature, espace, service, etc. Et il est abordable. Et c'est bien ça notre difficulté première, c'est de proposer une offre suffisante pour que chacun puisse avoir accès au logement avec ses moyens. Alors, ça revient à des fondamentaux. Quand on a un déséquilibre entre l'offre et la demande, il faut augmenter l'offre. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut construire. On a besoin de plus de logements. Plus on met sur le marché des logements, et plus il n'y a pas 5 personnes qui se battent pour un logement donné parce qu'il n'y en a pas assez. Donc il faut augmenter l'offre. D'où le travail sur la construction, et d'où aussi le travail sur les logements vacants, parce que je pense que c'est une piste qui n'est pas totalement négligeable. Ou aussi d'ailleurs la transformation de bureaux en logements, qui est une autre manière d'augmenter l'offre. Ensuite, on a des dispositifs fiscaux qui sont là pour soutenir du logement abordable. Alors bien sûr, il y a le logement social, ce n'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui, mais il est très important. C'est 5 millions de ménages qui sont logés dans le logement social, et on a besoin de continuer à en construire. Et puis, il y a le logement intermédiaire, le logement financé par le dispositif Pinel, et l'idée d'aller un cran plus loin avec ce louer abordable pour le parc existant et le de Normandie dans l'ancien. On a besoin, je pense, de garder des aides qui permettent de soutenir la mise sur le marché de logements à des prix abordables. Et puis après, on a 2 sujets de professionnels. Le coût de la construction, qui est forcément une préoccupation dans la période où le coût des matériaux augmente. Et donc, ce qu'on peut faire en matière d'industrialisation, d'innovation, et la tech peut nous aider là-dessus. Et le coût du foncier. Et là, je pense qu'on n'est pas au bout des réflexions à avoir sur comment on maîtrise les évolutions des prix du foncier.
On a par exemple un outil qui se développe, qui est utile, qui est le démembrement de propriété. Pour l'instant, il est anecdotique. Vous savez, ce sont les baux réels solidaires avec des offices fonciers solidaires dans lesquels la personne ne va pas acheter terrain et bâti, elle ne va acheter que le bâti, le terrain va être porté par un office foncier solidaire. Et ensuite, quand elle revendra, elle ne revendra que le bâti et l'office foncier solidaire remettra en vente. Concrètement, ça divise à peu près par 2 le prix d'achat. C'est un modèle qui est très nouveau, c'est un modèle qui existe dans les pays anglo-saxons, qui se développe doucement en France. Ce n'est pas la seule réponse, mais on a évidemment une question sur les prix du foncier, parce que quand on demande aux promoteurs de sortir des prix de vente à la sortie qui sont soutenables, ça veut dire qu'il faut que la contrainte sur l'achat du prix du foncier soit soutenable aussi, sinon on n'y arrive pas. Mais en tout cas, vous avez vraiment raison. Le logement de demain, c'est un logement qui répond aux aspirations des Français et qui est abordable. Sinon, on a une société à 2 vitesses. J'en profite, on a parlé très vite justement des coûts et notamment des matières premières. On sait qu'en ce moment, je m'adresse à Monsieur Boulanger pour les promoteurs, il y a des problèmes d'approvisionnement. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Est-ce que c'est quelque chose qui est très problématique et qui freine les choses? Ou est-ce que ça a tendance à se décoincer un petit peu? Alors, il y a 2 problèmes. Il y a un problème d'approvisionnement et un problème de prix. Ouais. On a vu des matériaux comme le bois multipliés par 2, 2,5, et même en rupture totale d'approvisionnement. Donc le problème pour nous, c'est un risque de retard de chantier, des problèmes que nous gérons avec les entreprises et avec nos clients. Et puis, la vraie question, est-ce que c'est structurel ou conjoncturel? C'est ça la vraie question, parce que si c'est un mauvais moment à passer, bon, ben, c'est tout. On met tous un peu le pouce dans la main. Nous étions reçus au ministère début juillet avec Mme Vargon, M. Le Maire et M. Griset pour réfléchir au sujet. A priori, on penserait plutôt que c'était plutôt un problème conjoncturel que structurel. Donc, pour l'instant, on fait le dos rond. Si ça continue, il y aura un véritable problème. Parce qu'on a des entreprises marché signé qui viennent nous revoir en disant « je suis désolé, mais je dois augmenter mon marché de 10 ou 15%. » Alors, il faut que vous sachiez quelque chose. Le coût de construction, quand vous achetez un appartement, c'est à peu près 50% du prix. Si 50% du prix augmente de 10 ou 15%, ça veut dire que votre logement augmente de 5 à 7,5%, ce qui est pour nous insupportable. Donc, si c'est vraiment conjoncturel et que dans un mois ou 2, a priori, on n'en parle plus ou beaucoup moins, c'est tout. Si c'est structurel et que c'est parti pour durer, aujourd'hui, on n'a pas la réponse, mais ça va être un vrai sujet. Mais justement, on parlait des matériaux dans les nouveaux logements, tout ce qui contribue à une meilleure isolation, à des logements plus confortables. Est-ce que les nouveaux matériaux qu'on utilise ne sont pas plus chers, justement, et ne vont pas reporter justement cette augmentation à terme sur ce que paieront les futurs accédants? Alors oui et non. Il y a des matériaux plus chers et puis aussi un petit peu d'intelligence. C'est-à-dire que plus on va développer ces matériaux, plus il y aura de demandes, plus il y aura d'offres et plus le marché va se rééquilibrer. Non, nous, là où on a une différence avec le ministère, c'est quand ils mettent des référentiels qualité où ils augmentent la taille des logements. Et nous, on a peur qu'on ne soit pas très loin de l'insolvabilité du client. On est vraiment à la frontière. Aujourd'hui, on a beaucoup de chance. Les taux d'intérêt sont presque inexistants. Vous empruntez aux alentours de 1%. Imaginez, on reparle un petit peu d'inflation, vous le lisez comme moi, imaginez que le taux d'intérêt remonte, et là, on risque de désolvabiliser une grande partie de la clientèle. Donc nous, les promoteurs qui voyons dans nos bureaux de vente, qui voyons par les réseaux qui nous apportent nos clients, qui voyons les clients, on est un petit peu... On ménage la chèvre et le chou. On dit au ministère, oui, d'accord, de toute façon, on est d'accord pour améliorer toutes ces qualités. Il y va même de l'essence même de notre métier. Si demain les promoteurs ne se mettent pas à faire des appartements de grande qualité, BBC, etc., on n'a plus de raison d'exister. Donc on est très favorable, avec un petit bémol. Attention, on ne veut pas que le mieux, c'est toujours comme ça que je conclus, le mieux est l'ennemi du bien, que le mieux devienne l'ennemi du bien. Et dans ce cas-là, on désolvabilise la clientèle. Donc voilà, on est un peu tiède. Monsieur Savelli, je vais revenir vers vous pour parler un petit peu marché et métier en même temps. On parle énormément du marché des villes moyennes depuis 2 ans, pour toutes les raisons qui ont été évoquées, envie d'autre chose, quitter la ville, être dans des lieux où il y a de l'activité, du service, mais aussi des espaces verts, d'où beaucoup d'appétence pour des villes où ça n'était pas le cas forcément jusque-là.
comment la profession s'adapte à ça? Est-ce que demain, on va voir fleurir des tas d'agences immobilières dans des villes où il n'y en avait plus ou très peu? Est-ce que tout le monde va devoir se déplacer? Est-ce que vous allez faire ça à distance? Comment vous organisez-vous? Alors, c'est une réalité qui nous a surpris aussi. J'étais là il y a pas longtemps dans la région de Poitiers, et puis on a autour de Poitiers quelques petites villes moyennes, quelques petites villes. Et ici, les prix sont aux alentours de 1200, 1300 euros le mètre. Ils ont augmenté de plus de 20% là. Donc ils sont encore dans des prix raisonnables, mais en tout cas, le marché a augmenté de plus de 20%. Et effectivement, les agents immobiliers n'avaient pas la capacité de répondre à la demande, puisqu'ils ne travaillaient plus certains villages proches de ces villes moyennes. Donc aujourd'hui, très vite, beaucoup d'agences immobilières, de modèles un petit peu différents, s'installent dans ces villes moyennes, dans ces villages, enfin, envoient des équipes dans ces villages autour pour pouvoir répondre à la demande. Mais c'est réellement une nouveauté qui a surpris. Si on a encore augmenté de 20% le volume de transactions, on s'en est rendu compte, c'est pas dans les villes, dans les grandes métropoles que ça s'est développé, mais c'est bien dans ces villes moyennes. Donc on a été surpris et on réagit. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on a tendance à caricaturer un peu? Une fois qu'on dit ça, on a l'impression que toute la population, ça a été dit d'ailleurs dans les reportages, toute la population est en télétravail, ce qui n'est quand même pas forcément vrai. Hein. Tout le monde n'a pas la possibilité de travailler chez soi 2 jours par semaine. Alors ça revient un peu à la question de l'accès justement au logement. Il y a des gens pendant la pandémie qui allaient travailler, qui étaient en présentiel parce qu'ils n'avaient pas le choix. Il faut aussi penser à ces gens-là. Et peut-être avoir une proposition adaptée, parce que c'est vrai que quand on est en télétravail, on a une liberté de s'organiser qui est quand même plus importante que quand on est fixé au même endroit tout le temps. C'est vrai qu'on a plusieurs types de besoins qui coexistent et qui ne sont pas du tout les mêmes. C'est aussi pour ça qu'on parlait du logement dans les villes, parce qu'on a toujours des besoins de logement dans les villes, dans les métropoles. On a toujours des personnes qui y travaillent, à commencer par tous ceux qu'on a redécouverts pendant la pandémie, la deuxième ligne, enfin les professionnels de santé, les professionnels de tous les services du quotidien qui ont absolument besoin d'habiter pas trop loin de là où ils travaillent. Et pour eux, l'éloignement dans une ville moyenne, sympathique, c'est juste pas cohérent avec leur activité. Donc on continue à avoir besoin de développer du logement dans les villes. Et donc du logement social, et donc du logement intermédiaire, donc du logement accessible. Dans la loi 3DS qui arrive bientôt, j'ai proposé que les travailleurs essentiels fassent partie des publics prioritaires pour le logement social. Les gens qui ont besoin d'habiter pas trop loin de là où ils travaillent. Et donc ça ramène au besoin de construire, et de construire du logement collectif, parce que c'est plutôt du logement collectif dans ces programmes-là. Et d'aller vers des constructibilités qui permettent d'avoir à la fois de la qualité et des prix de sortie qui soient supportables. Donc ça veut dire avoir suffisamment de mètres carrés là où on construit pour qu'on puisse construire de la qualité et à des prix abordables. En fait, on a plusieurs besoins. Et l'autre besoin qui amène à aller vers les villes moyennes ou vers les petites villes, c'est bien de l'accompagner, notamment parce que ça permet de lutter contre la désertification. C'est-à-dire, j'imagine que les petites villes dont vous parlez à côté de Poitiers, elles perdaient des habitants. Et là, elles vont voir arriver de nouveaux habitants, ce qui permet aussi de retrouver du lien social, de la vie, des tiers-lieux, des cafés, etc. Et donc, il faut qu'on réponde à ces différents besoins à la fois. Il faut créer de l'activité aussi dans ces villes. Et ça permettra de créer de l'activité. Moi, je suis très favorable au développement des tiers-lieux ou des lieux de coworking, parce que je pense que, y compris dans la ruralité, tout le monde n'aura pas envie de télétravailler chez soi et qu'on pourra avoir envie de télétravailler à côté de chez soi, dans un endroit où on rencontre des personnes, où on peut boire un café, où en fait les lieux sont plus adaptés au travail que ça peut être chez soi. Donc on a plusieurs modèles à inventer. Alors, le temps passe très vite, donc on va écarter quelques thématiques, mais il y en avait 2 qui me tenaient à cœur. On parlait justement de la nécessité de logement, mais aussi du manque de place parfois, de la question des villes. On est à Paris. Quid de l'Île-de-France ? Quelles sont les perspectives pour les prochaines années pour l'Île-de-France ? Quelles sont les problématiques ? Et puis, en Île-de-France, mais ailleurs aussi, la transformation des bureaux en logement, c'est aussi un sujet d'actualité. Donc là, je m'adresse peut-être aux 2 professionnels. Je ne sais pas si M. Savelli voulait commencer. La chose que je voudrais dire, c'est que nous avons besoin d'une autorisation massive pour pouvoir rajouter un étage sur les immeubles.
il faudrait que ce soit simple, que ce soit facile, que les syndics puissent le mener et qu'on puisse rehausser, quand c'est possible bien entendu, les immeubles d'un étage ou 2 étages. On pourrait créer peut-être des espaces de coworking, on pourrait créer peut-être des espaces verts sur les toitures, ça se fait maintenant, etc. Donc on a besoin de ça. Est-ce que c'est possible d'avoir une réglementation qui facilite pour que ça... Vous demandez ça partout, en Ile-de-France, pour toute la dans France, les grandes villes? pour toute la France. D'accord. Pour toute la France et tous les endroits où on peut le faire. Densifier la ville, vous l'avez dit tout à l'heure, densifier la ville n'importe comment pour faire Hong Kong, j'ai rien contre Hong Kong, mais pour faire Hong Kong, c'est pas le modèle français. Paris n'a pas de tours. Est-ce qu'un jour Paris aura des tours? Voilà, il y a des questions comme ça, à mon avis, à se poser. Je ne suis pas promoteur immobilier, mais c'est vrai, vous l'avez dit très justement tout à l'heure, on a étalé, on n'est jamais vraiment monté. Et pour l'Île-de-France, au bout d'un moment, il faudra avoir peut-être un peu d'audace et de courage politique auprès des maires, quoi. Merci, Monsieur Boulanger. Et puis après, Oui, on fera réagir. je suis d'accord avec cette analyse. L'Île-de-France, aujourd'hui, c'est pareil. Les stats qu'on a au niveau de la FPI France montrent un très léger ralentissement en Île-de-France et plutôt une petite reprise en région. Mais j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est la même question pour les matériaux, conjoncturels, structurels? Voilà, on a depuis un trimestre des stats qui montreraient que les prix baisseraient légèrement en Île-de-France alors qu'ils continuent à monter en région et que le volume de vente en Île-de-France baisse un petit peu. Bon, mais c'est vraiment trop tôt. On sort d'un bouleversement, cette crise Covid. Je parle les habitudes, Madame la ministre vient de le dire. Et donc la transformation de bureaux en logement, c'est la même chose? Parce qu'il y a quand même des choses qui se passent. Qui sont On y lancées. arrivera. Je pense qu'on y arrivera. Nous, on voit des dossiers où je pense que le marché du bureau actuellement est actif, notamment dans la seconde main. Mais il est actif, pas forcément dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont 10 000 mètres carrés, je prends un exemple, et qui cherchent des bureaux, mais des bureaux plus petits. Donc il y a une activité du marché, mais une activité, entre guillemets, qui ne va pas dans le bon sens, puisque si tout le monde diminue, il y aura forcément à un moment trop de bureaux. Donc effectivement, je sais que les promoteurs franciliens cherchent vraiment des solutions pour transformer et réhabiliter les immeubles de bureaux en logement. Donc là, on va y arriver, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Madame Vargon, une réaction sur ce sujet à la fois de l'Île-de-France, des grandes villes peut-être, et puis de ces transformations de bureaux en logement? Sur la transformation de bureaux en logement, je pense qu'on est dans une période favorable parce qu'effectivement, il y a moins de demandes de mètres carrés de bureaux, il y a toujours autant de demandes de logements. On a commencé à simplifier la réglementation et on commence à avoir des acteurs. Les assureurs s'intéressent à ce sujet pour diversifier leur parc, les investisseurs institutionnels en général. Et puis, on a une foncière spécifique d'Action Logement qui a démarré et potentiellement d'autres acteurs qui rentrent. Donc la transformation de bureaux en logement, on a encore des freins réglementaires et techniques qu'on est en train de regarder pour voir comment on peut les lever. Mais nous, on s'est donné comme objectif de multiplier par 4 en 10 ans la transformation de bureaux en logement. On fait 350 000 mètres carrés par an. Et l'objectif serait d'arriver à un peu moins d'1,5 million de mètres carrés de bureaux en logement transformés chaque année dans 10 ans. Pour l'Île-de-France, ça fait vraiment partie des régions dans lesquelles on a besoin de continuer à construire parce que l'offre est vraiment insuffisante, au-delà de tout ce qu'on peut faire sur l'amélioration de l'existant. Quand on construit, il faut vraiment se poser des questions d'aménagement. Moi, j'ai souhaité qu'on retravaille les quartiers de gare du Grand Paris. Parce que le Grand Paris, vous savez, c'est ce nouveau métro qui arrive, le Grand Paris Express, 68 nouvelles gares. Et elles ne sont pas toutes à des endroits où il y a déjà des gares. La majeure partie de ces gares arrivent dans des endroits où jusqu'à présent, il n'y avait pas de transport en commun. Donc en gros, on dessert par le métro des endroits qui n'étaient pas desservis. Quand on fait ça, c'est quand même intéressant de se demander comment collectivement on aménage autour de ces gares. Comment faire en sorte qu'il y ait la bonne proportion de logements, de commerces, de locaux d'activité, suffisamment de logements sociaux, de pensions de famille pour les personnes les plus en difficulté, pour faire en sorte qu'on utilise au maximum l'opportunité de construction autour de ces gares. Là, on crée des logements à proximité de transports qui arrivent. C'est quand même inestimable en région parisienne. Et donc, je pense que la question du logement, on la pose à la fois dans le nombre de logements qui vont être construits, c'est indispensable, mais aussi où et comment, de nouveau, quel type d'aménagement pour répondre au mieux aux besoins. Et puis, sur la surélévation, ça, c'est un combat que je n'ai pas réussi à gagner au Parlement, puisque dans la loi climat et résilience, le ministère avait proposé de rendre de droit le permis de construire pour surélévation dans ces cas-là, quand il y a ce qu'on appelle une dent creuse, etc. Et donc,
en fait, le maire puisse toujours le refuser. Aujourd'hui, pour qu'il y ait surélévation, il faut que le maire l'accepte formellement et motive son acceptation. Donc on avait proposé de le faire dans l'autre sens. La surélévation est acceptée, sauf si le maire décide que pour une raison qui lui appartient, il refuse, et dans ce cas-là, c'est un refus explicite. En gros, silence vaut acceptation. On n'a pas réussi à convaincre les parlementaires sur ce sujet, et donc cette disposition n'est pas passée. Donc je partage l'idée que la surélévation est plutôt une bonne manière de faire, parce qu'en plus, elle a un autre avantage, c'est-à-dire qu'elle redonne du pouvoir d'achat aux copropriétaires existants, et que ces copropriétaires existants, ça leur permet de financer leurs travaux de ravalement et de rénovation énergétique. Donc c'est objectivement gagnant-gagnant. Mais voilà, ça fait partie de la densité qui effraie, et ça fait partie de nos sujets de débat. Est-ce que la densité, c'est un gros mot ou un mot positif? Dans quelles conditions la densité peut devenir un mot positif? Est-ce qu'il y a une densité qui fonctionne? Finalement, c'est utile que ce débat apparaisse, et je pense qu'il sera là encore pendant quelques temps. Monsieur Boulanger, pour une dernière réaction. Sur la densité, c'est surtout un problème psychologique. Les élus, les maires, les 35 000 maires de France, ceux qui, depuis la loi du 2 mars 82, signent les permis, il faut le rappeler, ont quand même à l'esprit que la densité est synonyme de délinquance. C'est souvent ça qu'on entend. Alors que quand vous voyagez et vous allez dans les grandes villes du monde, souvent ce sont des immeubles de grande qualité, les immeubles denses. Et puisqu'on est sur le sujet réinventer l'immobilier de demain, je pense aussi que l'immeuble de demain, ce ne sera pas forcément un immeuble de bureau ou un immeuble de logement, mais on va arriver vers un immeuble à usage mixte. Si on accepte la densité, pourquoi pas l'école au rez-de-chaussée, des bureaux au 3e, au 4e, des logements, etc. Votre intervenant a très bien posé la question sur la ville du quart d'heure. Il ne faudra pas qu'il y ait des quartiers de bureaux, des quartiers de loisirs. Il faudra que tout soit ensemble. Et donc, réinventer la ville de demain ou l'immobilier de demain, c'est vraiment ça. On ne dira plus je fais un immeuble de bureau, on dira je fais un immeuble dans lequel il y a autant de possibilités de bureaux. La mixité, oui. Enfin, je pense vraiment. Sinon, on continuera à étaler et on lira tout ce qu'on lit. Ça fait partie des pistes qu'on avait mis en débat dans cette rencontre Habiter la France de demain, qu'on ne spécialise plus les bâtiments avant, et qu'on puisse se dire qu'un immeuble, on le construit, et puis à un moment, il est peut-être 100% logement, et puis peut-être qu'il y aura du logement et de l'activité, et puis peut-être qu'on reviendra à autre chose. Il faut qu'on arrive à déspécialiser, puisqu'on voit bien que l'urbanisme dans lequel on vit, qui est la fin du modèle précédent, c'est un urbanisme avec des endroits où on habite, où on dort d'ailleurs plus qu'on habite, des endroits où on travaille, d'autres endroits où on fait ses courses, tout ça assez mal relié autrement que par la voiture, et donc à un moment, c'est cette question du modèle qui est devant nous. Un dernier mot de conclusion, parce qu'on va être obligé de clore ce débat. Écoutez, un dernier mot. Je voudrais vous dire, Madame la Ministre, que vous pouvez compter sur les professionnels de l'immobilier pour la rénovation, pour la surélévation, pour vous aider et vous soutenir sur le doublement du déficit foncier. Et vous dire aussi que, j'insiste sur le fait je sais qu'on est en année électorale, la branche de l'immobilier existant, c'est 16,5 milliards d'euros. C'est 0,7% du PIB. Et on a envie de participer à ce dialogue avec vous, on a envie de vous faire des propositions, et on a envie que l'immobilier soit bien vu, notamment par le président de la République, comme un actif vibrant, plus que comme une rente, puisque c'est souvent le terme qui est employé. Donc nous serons là, et vous pouvez compter sur nous pour aiguillonner un petit peu. Monsieur Boulanger et Madame Wargon. Oui, c'est une réflexion un peu plus large en termes de conclusion. J'ai dit plusieurs fois que je trouvais que la population française avait une vision trop égoïste de sa situation. Tout le monde, beaucoup de gens plutôt s'opposent à la construction de logements. Je suis à chaque fois dans des réunions, on me dit que les arbres c'est mieux. Entre parenthèses, je connais quand même pas beaucoup de gens qui vivent dans des arbres. Et donc c'est ça qui bloque un peu la situation. C'est cette population qui ne veut pas aux générations qui arrivent le même confort qu'elle a. Et c'est souvent d'ailleurs les gens qui sont eux-mêmes très bien logés qui vont voir le maire pour s'opposer à ce qu'il y ait d'autres réalisations. Donc là, il y a un vrai problème d'éducation ou de réflexion. Et je suis en train d'ailleurs avec l'AFP d'essayer de réfléchir à monter un think tank là-dessus, parce qu'on ne peut pas être une population raisonnable si on refuse aux générations qui arrivent le même confort que nous avons eu. Donc c'est mon sujet. Merci. Madame Wargon, un dernier mot. Oui, je vais finir sur une note d'optimisme, parce que dans les consultations des Français, dans les groupes de travail qui ont été faits, dans les débats, on sent qu'en fait, les uns et les autres sont prêts à bouger de leurs attentes initiales
vers un modèle qui répond globalement à ce qu'ils souhaitent. Dans le sondage qui avait été fait, vous l'avez rappelé, 2 tiers des gens sont prêts à ne plus aller travailler en voiture tous les jours, si on leur propose des solutions. 2 tiers des gens sont prêts à reconsidérer la question du type d'habitat si, en réalité, on leur propose un habitat de qualité qui répond globalement à leurs besoins. Les gens sont conscients du fait qu'il existe des contraintes et qu'ils sont prêts à certaines concessions s'ils ont en contrepartie de la qualité de service, de la réponse à leurs attentes. Et donc, au-delà du sujet très, à la limite, politicien et de pré-campagne, je pense qu'en réalité, ce sujet est assez mûr dans l'opinion française et que donc on doit être capable, avec plus de neuf et avec de l'existant, de répondre bien aux préoccupations de logement des Français, avec vraiment, encore une fois, ces 2 préoccupations, un logement de qualité et un logement abordable. Et donc, je crois qu'il existe un chemin. Merci beaucoup à tous les 3. Merci à tous de votre attention. Bonne journée sur Rent. Et n'hésitez pas à aller sur le hashtag Expérience IMO de demain pour poursuivre les échanges. Bonne journée.